aujourd'hui, on se rend compte que l'achat de solutions numériques, ça n'est pas qu'une problématique de performance, c'est une problématique de souveraineté, c'est-à-dire de maîtrise de ses avoirs, de sa technologie, qu'on appelle le concept de lawfare, qui s'exprime par le droit. C'est-à-dire l'utilisation du droit. La souveraineté, c'est un intangibilisme à la non-discrimination. C'est par nature une discrimination. Puisqu'en fait, c'est le fait de favoriser un acteur national ou européen. Côté acheteur, il n'y a aucune garantie que ce que je fais est forcément légal. Hein. Il y a aussi une part de risque à prendre. Il faut aussi avoir une approche par les risques. Bienvenue dans Objectif Marché Public, le podcast qui fait tomber les barrières entre entreprises et acheteurs publics. Aujourd'hui, on va parler de souveraineté numérique. Mais derrière ce terme un peu abstrait, il y a en réalité une question très concrète. Qui peut accéder à nos données? Et là, on parle spécifiquement de certaines lois américaines qui permettent aux autorités américaines d'accéder aux données détenues par des entreprises américaines, même lorsque ces données sont stockées en Europe. Face à ça, l'Europe tente de réagir, mais il y a un paradoxe. Les acheteurs publics doivent respecter des règles très strictes de concurrence et de non-discrimination. Ils ne peuvent pas simplement dire « je veux une solution européenne ». Alors comment intégrer la souveraineté numérique dans un marché public sans violer le droit de la commande publique? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Maître Pierre-Ange Zalberg. Bonjour Pierre-Ange. Bonjour Jessica. Donc ces dernières années, tu as beaucoup travaillé sur les sujets de souveraineté numérique. Je te laisse nous expliquer pourquoi ce sujet te tient à cœur. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je l'ai connu ce sujet depuis plusieurs années, même si c'est un sujet qui a pris une ampleur manifeste, surtout cette année d'ailleurs, et un peu l'année dernière, qui devient vraiment un sujet central, notamment en matière de commande publique. Moi, ça fait plusieurs années que je le traite. Avant d'être avocat, il y a 2 ans de cela, j'étais directeur juridique adjoint de l'établissement français du sang et on était confronté, notamment dans le cadre de la doctrine dite cloud au centre, donc la doctrine d'utilisation du cloud dans les administrations de l'État, à ces questions de souveraineté, de protection des données dites sensibles. Et évidemment, on est sur une thématique qui me passionne parce qu'on est à la croisée, si vous voulez, de plusieurs enjeux. Euh, euh, D'abord, évidemment, le droit du numérique avec la configuration que tu as évoquée d'un droit américain surtout, mais pas que, hein, il y a d'autres lois dans d'autres pays qu'on dit extraterritoriales qui viennent s'appliquer en dehors du territoire national, et donc c'est un vrai enjeu juridique. Et puis aussi de comment on intègre ces problématiques, c'est ce qui me passionne le plus dans un processus d'achat public, où on le sait, notamment en Europe, on aura l'occasion d'en reparler, on a des enjeux d'égalité de traitement, de non-discrimination, alors que la souveraineté, par essence, c'est un critère discriminatoire. Voilà. Donc c'est ça qui me passionne, surtout dans la problématique que pose la souveraineté numérique dans les marchés publics. C'est intéressant. Donc toi, c'est un sujet sur lequel tu te penches depuis plusieurs années parce que tu traitais des données de santé, en fait, qui sont des données qui sont sensibles. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui existe de longue date. Pourquoi est-ce qu'il prend tant d'ampleur aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il paraît si urgent de régler cette question aujourd'hui, beaucoup plus que ça pouvait l'être hier, par exemple? Alors, on a souvent abordé l'achat du public numérique comme un enjeu de performance. On prend le meilleur outil, en tout cas celui qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Et puis, effectivement, dans la configuration aussi d'une offre avec de gros acteurs, on les connaît, on va pas les citer, très présents sur le marché économique. Une concentration d'acteurs qui ont trusté ou qui trustent encore une bonne partie des marchés, ou en tout cas des marchés privés et publics, avec des solutions très performantes, très efficaces. Euh, voilà, donc et qui sont très très présents, très installés, en particulier dans les administrations de l'État. Donc c'est quelque chose qui concerne en fait un marché constitué autour d'acteurs américains, étrangers, on va dire, hein, pour pas citer forcément
les États-Unis toujours, et aujourd'hui, on se rend compte que l'achat de solutions numériques, ça n'est pas qu'une problématique de performance, c'est une problématique de souveraineté, c'est-à-dire de maîtrise de ses avoirs, de sa technologie, de d'autonomie à l'égard, de ses acteurs et puis de protection, bien entendu, de ses données. Donc on s'en rend compte parce qu'il y a, ce qu'on appelle alors une guerre aujourd'hui qu'on pourrait dire presque, qui est physique, d'ailleurs à la frontière de l'Europe, mais c'est une guerre, qui est aussi et qui s'exprime par, ce qu'on appelle le concept de lawfare, et qui s'exprime par le droit. C'est-à-dire l'utilisation du droit et qui va venir évidemment, être utilisé pour protéger exclusivement les intérêts d'un État, d'une nation. Et donc, dans cette configuration se confrontent, j'allais dire plusieurs intérêts antagonistes. Aujourd'hui, on prend conscience de ces enjeux et de l'intérêt pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe, de protéger nos notre patrimoine et en particulier les données, de nous-mêmes, citoyens, de l'Union européenne. En gros, ce qui fait réfléchir, hein, c'est qu'il y a une prédominance, des solutions, américaines quand même dans le numérique, tu vois? Même si Mmh. ça concerne d'autres pays. Par ailleurs, c'est un pays qui s'est aussi doté de lois extraterritoriales dont on va peut-être, reparler rapidement ensuite, mais et le troisième point, c'est que jusqu'à présent, ils avaient pas l'air de s'en servir vraiment. Mais là, dans le contexte, actuel, enfin, tu vois, dans l'actualité, récente, on commence à avoir des événements qui sont, quand même assez alarmants. On parlait, pour préparer l'épisode, on parlait de la CPI, donc la Cour pénale internationale, pour lequel Microsoft a dû couper, les accès, aux principaux, juges et les tous les grands personnels administratifs, à la demande des États-Unis parce que les États-Unis étaient pas d'accord, avec une décision de la CPI. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis utilisent ces lois de Mmh. manière, ouverte. Hier, ils les utilisaient déjà, mais de manière beaucoup plus, cachée mais là, ça devient ouvert et c'est ça, en fait, qui rend, cette discussion, aussi importante. C'est que si demain, on a un État, tiers qui peut avoir la main sur le fonctionnement, nous, de notre administration, ça pose quand même une question de notre Ah indépendance. bien sûr, Donc cette bien question de sûr. souveraineté, en fait, elle prend là, tout son sens. À cause de cette actualité récente, c'est pas on n'est pas dans une paranoïa, Alors, qui on n'est pas serait, dans ouais, ouais, je suis totalement d'accord. On est alors certain de dire qu'effectivement, on est là en train d'utiliser peut-être un nouveau concept, d'exploiter un nouveau concept, celui de la souveraineté, afin, de concentrer et c'est une parti pris politique, économique qui se justifie, j'ai pas d'opinion là-dessus, afin de justifier, bah, évidemment une orientation de la commande publique en particulier, vers les entreprises françaises et européennes. C'est tout à fait légitime, et c'est pas la question en fait de ce jour, de notre échange, mais aujourd'hui dans la configuration de l'environnement juridique européen, ça n'est pas, possible, compte tenu des principes qui gouvernent le traité européen, en particulier de non-discrimination. Voilà, on va voir que c'est finalement assez possible de le faire avec des conditions. Donc, il y a ce problème de, j'allais dire, presque identitaire, de conceptuel sur on veut faire de la souveraineté, on exploite une thématique qui est notamment dans le secteur numérique, en agitant, si tu veux, le chiffon rouge de lois, en particulier, américaines, d'application extraterritoriale, et donc pour ceux qui défendent en fait, peut-être une ouverture de la concurrence, y compris aux acteurs européens, c'est de dire que c'est, mécanique, que c'est artificiel, parce qu'en fait le risque n'existe pas. Bon, ou est très faible. Non, le risque n'est pas faible. Le non, le risque, risque il est n'est pas faible. il est pas Ouais. faible. Tu as évoqué des cas d'actualité, et puis il y a ceux qu'on ne sait pas. Il y a ceux qu'on ne sait pas, parce qu'au-delà des concepts juridiques, et des lois, Exécutif. l'executive order, 12333 qui sont en fait, je travaille dans une entreprise, je suis américain, je travaille dans une entreprise européenne,
je peux moi-même, en tant qu'Américain, être sollicité puisque même si je suis sur le territoire européen et que je travaille pour une entreprise européenne, je pourrais être sollicité par, voie, voilà, de devoir légal pour la personne, de devoir légal, pas de loyauté, tu vois? C'est pas un devoir, c'est un devoir juridique de le faire. Et puis une personne morale, bien sûr, pourrait être concernée, avec, évidemment, la question des liens capitalistiques. C'est-à-dire qu'une entreprise, peut être tout à fait, non américaine, française et contrôlée, compte tenu de ses capitaux, majoritairement par des fonds ou par des opérateurs US. Donc par le biais d'une maison mère, on pourrait avoir un levier d'action du fait de ces lois. Donc ça n'est pas un risque, qui est à j'allais dire à considérer comme un paranoïaque, si tu Oui, veux, bien entendu. Il faut néanmoins, c'est vrai quand même aussi avoir un peu de nuance comme toujours, hein. D'abord ce sont pas des lois, voilà, on est encore aux États-Unis dans un état de droit, donc il y a souvent une procédure pour mettre en œuvre, ces différentes lois en interne aux US. Je suis pas un spécialiste, mais il faut saisir parfois un juge, enfin, au niveau, et surtout, américain. enfin, justement, en regardant un peu, je me suis rendu compte que, les plus sur le Cloud Act, effectivement, je crois qu'il faut, une autorisation, d'un juge. Sur C'est ça. l'executive order, en revanche, Voilà, alors executive order, c'est plus, effectivement on appelle ça, une loi d'intelligence comme on dit, oui, ouais, économique et au-delà. l'intelligence law plutôt, ouais. Donc oui, là on a plutôt un rôle de l'État, un rôle j'allais dire de l'administration, fédérale US qui peut, sans juge, avoir un levier d'action effectivement. C'est pour ça que c'est peut-être, là encore plus ce terrain-là. Mais on voit mal quand même l'administration fédérale US aller s'intéresser aux données de santé, des citoyens français, par exemple. On voit qu'on pourrait imaginer qu'elle puisse vouloir accéder des données, mais par rapport à une personne donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Heu, je Mais sais pas pas, des globalités ou des bases de données entières. il y a quand même, Rechercher, on pourrait imaginer qu'elle va rechercher, elle va essayer d'avoir des infos sur une personne, à proprement parler. Donc si elle est regardée par les États-Unis, cette personne, c'est qu'il y a peut-être des raisons, des causes et cetera. Bon, ouais, quoi qu'il en soit. parce qu'il faut pas qu'on tombe dans un truc, en mode, Mmh, théorie du complot, mais ouais, malgré tout, hein, dans l'histoire des 20 dernières années, au moins, hein, celle que j'ai pu regarder, moi, pour préparer un peu, il y a quand même des cas où, on a des grosses entreprises, françaises, voire européennes, mais on peut parler d'Airbus, enfin, oui, on a des non, cas non, quand bien même sûr. où justement, la récupération de ces informations a servi, clairement à déconstruire, la libre concurrence, aux États-Unis et à faire garder des marchés, par les boîtes américaines. Tu as raison, c'est clairement le sujet de l'espionnage économique et de l'intelligence économique, pour parler plutôt, plus neutre, de façon neutre, sur ce sujet. Oui, Oui, ces lois-là, permettent effectivement, probablement, assez légitimement, côté US, d'obtenir, des informations qui sont censées être protégées. Comment? Tout simplement parce qu'un opérateur, US dispose de ces informations. Par exemple, mes confrères, qui travaillent pour un cabinet américain pourraient, être contraints, en dépit des lois qui gouvernent la profession, alors qu'ils ont par nature des informations sensibles, ils peuvent travailler pour une entreprise française, puis ensuite pour une entreprise américaine, peut-être parfois, pas forcément concurrente, mais voilà, avec des intérêts et donc ils peuvent être contraints par ces mécanismes juridiques éventuellement d'avoir à communiquer ces informations. Donc bon, c'est pas un risque, qui est à négliger. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a une réaction, hein, bien sûr, on le voit bien, et tout récemment, la circulaire, hein, de l'État, du 5 février 2026 sur la commande publique numérique, en est une expression très claire puisque, elle dit, et c'est la première fois d'une certaine manière que c'est écrit aussi directement, en matière de marché public et il faut se préoccuper de la souveraineté numérique. Et donc il faut intégrer la dimension de souveraineté numérique, c'est-à-dire d'autonomie à l'égard, des lois,
on parle d'immunité même, hein, à l'égard des lois, étrangères d'application extraterritoriale et d'autonomie évidemment technologique quand c'est possible. Bien sûr, la souveraineté, c'est aussi un enjeu industriel, c'est-à-dire est-ce qu'on a, une offre au niveau, française, au niveau européen qui permette de répondre aux besoins, d'adresser tous les besoins de l'administration et c'est aussi une problématique industrielle, bien entendu. Ouais, donc alors attends, donc pour recentrer un peu, donc ce qu'on voit, c'est que l'actualité se durcit. Jusqu'à présent, on était dans une mondialisation, plutôt sereine et paisible, et une bonne entente entre les pays, même s'il pouvait y avoir des petits écarts. En tout cas, c'était pas, gênant au point de se sentir menacé dans l'administration libre de son pays, en fait. Là, aujourd'hui, on commence à se poser des questions ou en tout cas, on se dit que si jamais la situation devait se tendre, il faut qu'on l'anticipe. D'où cette question de souveraineté numérique. Maintenant, concrètement, pourquoi? Parce que certains États, dont les États-Unis, utilisent le droit comme une arme, comme un bras armé, dans le cadre de voilà, dans le cadre d'une Totalement, compétition. totalement du conflit, Ouais, plus ou exactement. moins ouvert, qui se fait jour, hein, au niveau Et du mondial, coup, entre les États. concrètement, tu vois, pour être un peu, tu sais, moi, je suis très, pragmatique là, j'aime bien les trucs, Bien voilà. sûr. Ah non, mais il y a des conséquences très concrètes qu'il faut qu'on aborde, bien sûr, ouais. Moi, je suis sur un je prends un logiciel, français parce que je me dis, «Je vais faire travailler les copains». Ce logiciel, il est hébergé sur, un AWS, un hébergeur, Google ou Microsoft qui, me dit que mes données sont stockées, en France ou en Irlande, généralement, donc sur le sol européen. Est-ce que là, j'ai un risque sur mes Alors, données? il y a Est-ce que vraiment un est-ce que je sujet, pourrais être, sous alors le joug, des lois extraterritoriales? pour moi, c'est très clair, oui. À partir du moment où l'acteur, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que le critère de localisation du data center n'est pas et et la localisation sur le territoire de l'Union européenne du data center ne permet pas de garantir, que, ces lois d'application extraterritoriale ne vont pas s'appliquer à l'acteur qui est présent sur le territoire européen. Parce que ce qui compte, alors c'est déjà bien qu'il y ait une localisation du data center parce que d'un point de vue physique, tu as une proximité, et donc évidemment, tu peux intervenir, le cas échéant, voilà. A priori, tu as quelque chose qui physiquement est protecteur. Mais, d'un point de vue, des liens capitalistiques de la société qui détient ce data center, ce n'est pas protecteur, à l'égard des lois qu'on vient d'évoquer, ou des lois en particulier US, qui ont donc vocation à s'appliquer, hein, je le rappelle, non pas, sur un territoire géographique, mais en conséquence de la nationalité de l'acteur OK. et donc même si cet acteur est à l'étranger, la loi américaine va s'appliquer à lui. Donc ça veut dire que, éventuellement, ton hébergeur, donc AWS, Microsoft, Google ou un autre, qui vient d'un pays, qui a des lois extraterritoriales, pourrait très bien, se voir, demander, 2 choses, soit couper l'accès, soit donner les données. Alors couper l'accès, il faudrait voir, dans le détail et cetera. Enfin, L'accès aux données, oui, dans la configuration. bah, la CPI, c'est ce qui s'est passé, hein, la cour pénale, c'est Ouais, l'accès ouais, qui est ouais, 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 mais il faudrait voir, sur quel cadre légal. J'ai pas tous les éléments en ouais, ouais. tête, mais quoi qu'il en soit, effectivement, oui, en théorie, c'est tout à fait possible. On pourrait, bah, c'est tout le problème, c'est tout le sujet. Alors pendant les années qui ont passé, là, récentes, on va dire entre 2022 et 2025, il y a eu un débat, très fort autour de ça. C'est-à-dire sur: «Mais non, vous rassurez-vous, on est en Europe. Donc c'est bon, on est protégé en Europe». Et puis c'est vrai que c'était lié au fait qu'effectivement, il y a des enjeux autour de la protection des données personnelles, donc ça c'est le RGPD, hein, et du transfert de données aux US, avec, Schrems 2, enfin il y a eu des débats autour de ça et donc on a considéré beaucoup le sujet de la localisation en Europe, en particulier des data centers, mais la clarification pour moi elle est limpide aujourd'hui.
ce n'est pas le seul critère qui compte. Il faut tenir compte de la nationalité de l'opérateur et pas de la nationalité de l'opérateur, qui tient le data center, qui sera probablement Ouais. irlandais, qui sera probablement français, qui sera probablement allemand ou que sais-je encore, mais de ses liens capitalistiques avec, une maison mère qui est, par exemple, américaine. OK, donc aujourd'hui où tu as du fonds d'investissement, qui va détenir, beaucoup parce qu'en fait, là, on parle de tech, hein, donc qui dit tech dit levée de fonds, dit levée de fonds, dit fonds d'investissement. Un fonds d'invest avec, des LPs, enfin des investisseurs, dedans qui seraient américains, en fait, éventuellement, on peut se poser la question de la possibilité Là, d'application des lois extraterritoriales. tout à fait. D'accord. Si je dis, C'est vrai que c'est aussi super simplement que, compliqué, hein. Ouais, ouais. Ouais. tout à fait, c'est pourquoi d'ailleurs dans les secteurs sensibles, y compris de la cyber, hein. Les investissements étrangers en France, dans une entreprise française, sont contrôlés par l'administration pour s'assurer que, justement, tu aies des conditions éventuellement à l'opération de financement qui imposent le maintien, des activités, pour autoriser ou non d'ailleurs l'opération, ça existe. Ou pour imposer des conditions de maintien des activités sensibles en France, et cetera. Donc il y a quand même des mécanismes de protection, hein, qui existent. On connaît assez peu, hein, mais quoi qu'il en soit, oui, la menace demeure, bien sûr. Bah, bien sûr, il est hyper compliqué parce qu'une solution tech c'est ça, bien sûr. Dans une configuration souveraine, protégée, sachant qu'il se développe des solutions avec des acteurs US, on va pas en parler parce qu'on pourrait parler, il y a beaucoup de d'opinions qui s'opposent sur le sujet, mais il y a des acteurs du cloud qui intègrent des acteurs, les gros acteurs américains qui Tu sont parles en de fait, France, de Bleu, donc voilà, ouais, 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 tout à fait, oui, oui, ces ouais. solutions-là sont regardées par certains comme étant en fait, un faux nez quoi, alors qu'effectivement, des précautions sont prises pour garantir la plus grande souveraineté possible, alors que, d'un point de vue marketing, la souveraineté ou le cloud dit protégé, est allégué par ces acteurs, il y a certains de dire que c'est, foutaise et que ça n'est, pas, totalement, sécurisant par rapport à ce qu'on vient de se dire, à savoir l'immunité à l'égard des lois européennes, extra-européennes. Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend. L'immunité à l'égard des lois européennes, extra-européennes. Ouais, enfin, ça paraît, Alors le sujet est pas super compliqué. totalement résolu, Ouais, ouais. Parce qu'ils viennent d'avoir l'agrément, non? Et ça y est, ils oui, sont oui, sécu. c'est pas en fait, Secnum Cloud, si on parle de la certification Secnum Cloud qui est donc effectivement, une certification créée par, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui permet d'une certaine manière d'adouber des solutions, des critères de souveraineté, qu'elle a fixés selon un référentiel intégrant notamment des liens capitalistiques. Dans ce référentiel, il y a Mmh mh. voilà, des conditions de lien capitalistique pour pouvoir avoir, c'est-à-dire, des conditions européens, de lien capitalistique, donc non étrangères par rapport à l'UE, hem et pour avoir cette certification qui permet donc de garantir d'une certaine manière une certaine immunité à l'égard des lois, d'application extraterritoriale, notamment US. Cette certification, du coup, elle peut être exploitée. On enchaîne un petit peu avec le concret là, dans le cadre des marchés publics, qui requièrent notamment, des solutions d'hébergement dans le nuage, hein, parce qu'en fait, c'est une certification
qui est ouverte à ces acteurs-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui sont certifiés SecNumCloud, donc du coup, bah, ça restreint beaucoup, la concurrence. Heu, C'est-à-dire qu'on peut remplir sur le papier les critères sans être certifié. Bah, tu peux être français, tu peux avoir Oui, tous oui, les éléments technologiques qui c'est une permettent des certification, donc exigences, c'est mais tu n'es différent pas un peu, certifié et heu apparemment il faut 2-3 ans pour être certifié. C'est un coût pour une entreprise, voilà, ça va mettre du temps pour avoir beaucoup d'acteurs certifiés. Par ailleurs, ensuite, il y a d'autres problèmes juridiques, c'est que comment on fait quand un acteur présente une certification qui est pas SecNumCloud, mais qui est équivalente, alors que le droit européen de la commande publique exige de tenir compte des équivalents, en particulier quand tu dois sélectionner des candidats avec, sur la base de labels, de certifications. Tu ne tu peux pas exiger un label donné, extrêmement précis, tu dois tenir compte des équivalents. Donc s'il y a des équivalents en Allemagne, tu en as eu en Espagne. Apparemment, il y a pas de critère d'immunité, du coup, c'est pas totalement équivalent. Mais du coup, comment tu traites ça en commande publique? Ça, c'est clairement un sujet, une équation qui peut être, difficile à résoudre. en fait, donc là, on est déjà dans le comment appliquer, donc pour peut-être revenir un tout petit peu en arrière, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, enfin là ça paraît évident, hein, dans tout ce que tu as expliqué, mais pourquoi aujourd'hui c'est compliqué, même si on imagine que, moi j'estime que mes données sont enfin que mes données nécessitent d'être protégées. En face de ça, je sais qu'il y a des prestataires, français ou européens qui pourraient m'aider. Maintenant, j'aimerais bien me donner les moyens d'acheter, acheteur public. Comment je fais? Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui peut poser, problème, Alors, c'est. pourquoi le droit de la commande publique, va un peu à l'encontre? Ouais. Alors, on ne peut pas dire qu'il va à l'encontre, mais effectivement, sur le principe, le droit de la commande publique, a été, élaboré sur, une base d'ouverture de la concurrence, d'égalité de traitement et de non-discrimination. On l'a dit dès le départ, la souveraineté, c'est un antagonisme à la non-discrimination. C'est par nature une discrimination. C'est par nature une Puisqu'en fait, discrimination. tu Tout à fait. c'est le fait de favoriser un acteur, national ou européen, évidemment en fonction de l'échelle. C'est quasiment exclure un acteur, qui ne remplit pas effectivement ces exigences et donc il y a une équation, à résoudre qui est très, très évidente par rapport au droit, européen de la commande publique parce qu'il y a ces principes, qui néanmoins, ne sont que des principes comme toujours en droit. Il y a des principes et puis il y a des exceptions et d'ailleurs, la directive, 2014-24 sur les marchés publics, en cours de révision, on ne sait pas quand, mais voilà, mais également l'accord, international sur les marchés publics, pose ce type de principe de non-discrimination. C'est dans le traité aussi européen, hein, si on parle à un niveau encore plus, macro, il est possible d'y déroger. Et le droit le prévoit. Il est possible d'y déroger, notamment, en fonction de l'intérêt général, en fonction finalement du besoin, en fonction de l'expression de besoin. On va rentrer dans ces sujets-là. Enfin, tu vois, quelles sont les données? En fait, c'est les outils qui transportent les données, mais ce qu'on veut protéger, c'est les données. C'est pas les tuyaux, c'est ce qui passe dans le tuyau, en gros. Donc c'est Totalement. quelles sont les données qui peuvent et qui doivent être protégées aujourd'hui? Que prévoit, enfin, quelles sont les dérogations qui sont prévues? Quels sont les aménagements qui sont prévus sur ces sujets-là pour, Au sens, général du terme, il est possible de déroger, au principe de non-discrimination, parce que tu as, la nécessité, en tant qu'acheteur public de le faire. Une nécessité que tu dois exprimer dans tes exigences techniques, et que tu dois justifier et que tu dois rapporter en proportion à l'objet de ton marché public, aux besoins que tu as. Donc ça, c'est le principe général. Donc c'est un principe qui est exploitable sur tout type de problématique, hein. Si tu veux, par exemple, dans un marché de travaux, avoir un revêtement, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en béton, plutôt qu'en bois, du coup, tu peux le justifier, ça veut dire que tous ceux qui font du bois ne peuvent pas répondre, tu vois? Enfin, c'est une expression assez simpliste, d'une, d'une, oui, d'une nécessité, d'une oui, voilà, d'une nécessité, d'une «discrimination» entre guillemets,
eu égard à un besoin technique exprimé d'un point de vue technique. En matière de souveraineté, c'est la même chose, d'une certaine manière. Et le point de départ, effectivement, tu l'as évoqué, c'est la donnée. La donnée qui est traitée par l'acheteur et qui est susceptible de passer chez le prestataire, et qui est possible de passer aussi peut-être chez son sous-traitant ou, chez son hébergeur. Parce que aussi le sujet du fait que effectivement tu peux avoir un marché qui n'a rien à voir avec un marché numérique en soi, mais qui implique des logiciels, lesquels vont être hébergés sur un nuage, dans un nuage peut-être. Donc du coup, tu dois aussi te poser cette problématique dans les marchés qui n'apparaissent pas comme ça, frontalement, des marchés du numérique. Cette problématique, potentiellement oui, parce que si tu veux, ce serait d'une certaine manière, si on devait limiter la problématique de souveraineté au marché d'hébergement dans le cloud, Bah oui, c'est en fait, on passe à côté. on passe Mais totalement à côté. On passe ouais. totalement à côté puisqu'effectivement, aujourd'hui, il y a rien qui se fait sans logiciel. Bah et c'est ça. En fait, tu vois, nous, on connaît un peu le sujet des data centers pour le coup et en fait, même un data center qui est une boîte française, localisée en France, avec un actionnariat français, il faut aller vérifier quels sont les logiciels sur lesquels tournent les serveurs. Parce que les serveurs du data center qui sont en France, détenus par une boîte française avec un actionnariat français ou européen, peuvent être des logiciels US. Et là, ça casse tous les efforts qui ont pu être faits pour créer une boîte souveraine. Et en fait, il faut vraiment. Et donc, ça veut dire que toi, t'es là, t'es en train d'acheter un logiciel, je sais pas moi, qui te permet de faire le planning de tes piscines. Ça veut dire qu'il faut aller éventuellement jusqu'à voilà. Tout dépend de la nature de la donnée qui transite. Voilà. Et donc, Par revenons, rapport à parce que le ça, planning des piscines. la loi aujourd'hui, c'est la Ouais. loi SREN, l'article 31 de la loi qui, définit une obligation qui était déjà dans la doctrine cloud pour, en particulier, les services du numérique avec de l'hébergement dans le nuage, des obligations de souveraineté, d'immunité à l'égard des lois, extraterritoriales dont on vient de parler, heu, mais eu égard à certaines typologies de données dites sensibles. Et la loi, c'est une loi de 2024 qui aujourd'hui ne s'applique qu'aux administrations de l'État. Alors il y a un projet de loi pour laquelle d'ailleurs j'ai été auditionné par le Sénat, qui, tente à étendre, cette obligation d'immunité, pour les données sensibles, aux collectivités locales, c'est-à-dire aux données qui sont traitées par les collectivités locales. Mais aujourd'hui la loi ne concerne que les administrations de l'État, et la loi aujourd'hui n'est pas, illustrée, mise en application par les décrets alors que, ça fait depuis, bientôt 2 ans que la loi est sortie. On attend des décrets d'application. Alors il y a eu on l'a dit, le VADEME, la circulaire, sur l'achat public. En gros, pour arriver au sujet qui nous intéresse, la loi donne une définition des données sensibles, voilà, qui sont susceptibles de devoir être, protégées ou en tout cas, hébergées via des solutions souveraines. C'est les données qui concernent en fait, bon, qui sont des données relatives, alors qui pourraient porter dans la compromission, l'indisponibilité. Alors c'est des définitions qui sont des définitions de concepts. Donc concrètement, on n'a pas encore, justement, c'est pour ça que je voulais faire un peu Oui, tu as d'explication. raison. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de comment dire? D'exemple, autrement que dans un vade-mecum qui a été publié par la Direction nationale du numérique. Mais en fait, ce sont toutes les données dont la violation pourrait porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé, à la vie des personnes ou à des intérêts stratégiques, notamment en matière de propriété intellectuelle. Donc si je résume, l'ordre public, la sécurité publique, la santé, la vie des personnes et la propriété intellectuelle. Si ces données, vos données en tant qu'acheteur, ou en tout cas les données que vous gérez plutôt, parce que parfois ça peut être les données, nos données que vous gérez, que les acheteurs peuvent gérer. Et bien dans cette configuration, vous êtes déjà sur un 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 sujet d'une sensibilité particulière qui pourrait effectivement justifier, le recours à des exigences de souveraineté dans, votre marché public. Mais du coup,
Ça veut dire Parce que qu'en dehors de ces cas-là, en dehors de ces cas-là, en dehors des données dont la violation pourrait porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé, à la vie des personnes et à des intérêts stratégiques de type propriété intellectuelle, alors protection des brevets, et cetera. En dehors de ces cas-là, vous n'êtes pas dans un critère de sensibilité susceptible de pouvoir, de justifier, protéger les marchés exclure, des au critères de prétexte de la souveraineté, souveraineté par mondiale. exemple Mmh. une certification Ouais. SecNum-Cloud, une attention particulière sur des enjeux de souveraineté avec des conditions, pourquoi pas, de liens capitalistiques, pour les opérateurs. En dehors de ce cas-là, si votre marché, si votre projet ne concerne pas, n'implique pas ces données, le transfert de ces données, sensibles, heu, déjà on peut difficilement parler de souveraineté. Alors on pourrait parler de protection des données, et pourquoi pas prévoir si c'est, des données qu'on souhaite, un peu protéger, des critères, de jugement des offres, mais qui n'excluraient pas forcément un acteur US, par exemple. Mais au moins on pose un petit critère. Mais donc si on n'est pas dans ce cas de figure, par exemple des simples données personnelles, souvent on entend: «Les données personnelles sont sensibles». Non, toutes les données personnelles ne sont pas sensibles. Même d'ailleurs au sens du RGPD, puisqu'il y a une définition qui est donnée aux données personnelles sensibles. Le RGPD protège toutes les données personnelles. Mon prénom, mon nom, par exemple, mon numéro de sécurité sociale, et cetera. Mais, ces données-là ne sont pas forcément mon nom, mon prénom ne sont pas des données sensibles, au sens de la loi SREN. Et c'est pas parce qu'on va avoir un listing de citoyens, que sais-je encore, qu'on va être dans un enjeu de souveraineté, de protection Ouais, suffisante je au co regard de conditions et des critères qui sont fixés pour qualifier en fait, la sensibilité de la donnée. Donc le premier travail qu'il faut faire quand on se dit: «Tiens, j'ai envie en tant qu'acheteur, de me positionner sur, des solutions, souveraines», c'est d'objectiver, de cartographier, les données que l'on traite, que l'on a vocation à partager dans le cadre du marché avec son prestataire, et de les qualifier au regard de ces critères. Avec la réserve qu'aujourd'hui on n'a pas, à part le vade-mecum de la DINOM que je viens d'évoquer, de de mode opératoire très il n'y a précis pas de sur grille cette d'analyse, en qualification. fait. Il y a pas du coup, c'est comme toujours, hein, pour avoir été acheteur public avant d'être avocat, il va falloir faire un petit effort ou prendre un risque pour se dire qu'ici, bah, dans ce marché-là, oui, pour moi, il y a des données sensibles au sens de la loi SRN et donc je vais pouvoir réfléchir à des conditions de souveraineté à poser dans mon marché. Alors évidemment, quand on est un acteur de santé publique, un hôpital, heu et qu'on traite des données de santé, et que le marché a vocation à à partager avec un prestataire, bon déjà, il y a toute la problématique d'hébergement des données de santé, une certification, et Mais on cetera. est d'accord que la donnée de santé, c'est le diagnostic médical, c'est pas le fait que tu as été hospitalisé, par exemple? Non, non, Non? non, alors, Oui. je ne peux pas te répondre très clairement, a priori, a fortiori, c'est des données médicales des patients. Ouais. Mais pourquoi pas, si on sait pourquoi tu as consulté, tel, Ce à quoi je pense, tu spécialiste, sais, c'est ça peut être aujourd'hui, problématique. à toutes ces avec les IA et les énormes capacités de traitement d'informations et de calcul qu'on peut avoir, il y a énormément de de calculs prédictifs qui sont faits et qui permettent d'ajuster, le prix, et le périmètre des services qu'on va te donner. Tu sais, on en avait parlé rapidement, mais les assurances ou les mutuelles, Bien sûr, paramétriques qui commencent à apparaître, alors je pense, plutôt aux États-Unis qu'en France, mais où en gros ils vont capter, tout un tas d'éléments sur, ton comportement général pour établir un profil, d'évolution de ta santé, sur, les dix, oui, oui, 15, 20, 30 prochaines années et du coup, moduler, la prime d'assurance que tu vas payer, pour être assuré, voire même, on refuserait de t'assurer parce que tu as un comportement, qu'on jugerait trop à risque. Ça, c'est des données qui ne rentrent pas dans les données de souveraineté, que malgré tout, les informations que détiennent les administrations sur nous, pourraient permettre aux boîtes américaines, de faire ce genre de calcul sur notre comportement et éventuellement, de moduler, les offres qu'elles peuvent nous faire. Donc, ça, c'est des choses qui ne rentreraient pas dans le scope de la enfin, dans le périmètre de souveraineté numérique aujourd'hui,
Ah C'est je protégé par le RGPD, mais le RGPD ne regarde pas qui détient les infos, comment elles sont traitées. En Heu, tout cas, n'exclut pas par principe, ouais, un transfert aux US, par exemple, dans les conditions, fixées, quand même par la CNIL, en particulier, et au niveau européen, de l'accord entre les États-Unis et l'Europe, sur le transfert de données personnelles aux États-Unis. Alors pour répondre, je dirais quand même que dans la configuration que tu viens dans l'exemple que tu viens d'évoquer, on n'est pas loin quand même de remplir les critères à mon avis, hein. ah ouais? Moi, je serais moins, catégorique sur le fait que en tout cas, ça vaudrait le coup d'essayer, enfin, comme toujours, hein, il y a une évaluation du risque à faire, hein. C'est-à-dire que, plus le risque est fort, plus, oui, à l'égard de la donnée, plus, mon exigence de souveraineté va être élevée et le but étant surtout de, par exemple, réfléchir à un marché, de se dire: «C'est sensible». Par principe, c'est sensible, je pense que c'est sensible parce que je suis, par exemple, dans le milieu de la santé ou parce que, je suis dans le milieu de la protection des mineurs, voilà, donc c'est pour moi, par nature, ce que je fais, c'est sensible. Toutes les datas que Ouais. je traite, c'est sensible. Bah, oui, oui, j'ai tendance à être d'accord avec, J'aurais tendance à le oui, dire d'un point de vue, voilà, non juridique, oui, oui, effectivement, on pourrait bien penser que sûr. c'est sensible, mais il y a des critères. Il y a des critères qui peuvent être regardés, de près et dans, le marché, peut-être qu'une partie est sensible de ces données. Et peut-être qu'une autre partie ne l'est pas au sens des critères qu'on vient de donner. C'est-à-dire qu'elle ne met pas en danger la vie des personnes, par exemple. Non, c'est ça. Oui, oui, non, mais là, c'est pas une mise en danger de la vie des personnes. Une influence très importante sur la vie économique de la personne. C'est-à-dire, c'est l'accès à certains services et donc du coup, la question qui se posera, c'est l'acteur, français ou européen, lui, il n'a pas accès à ces infos parce que, RGPD oblige. L'acteur américain, sera peut-être plus performant sur certaines personnes, on va parler de la mutuelle, tu vois? Mais parce qu'il est capable de regarder que tu vas à la piscine, 1 fois par semaine et compagnie, parce que c'est une piscine municipale et donc il y a certains citoyens qui vont avoir accès à des services US parce qu'ils s voilà. En fait, c'est surtout ça, mais c'est vrai que ça va au-delà de ça met pas en danger la vie des personnes, c'est juste, heu, quand même un dévoilement d'intimité, et du coup un impact sur la manière de consommer. Mais c'est de la consommation, c'est En pas, tout de la vie. cas, Ouais. je pense que ça justifie qu'on se pose la question et ça serait vraiment le message qu'on peut faire passer, c'est que, ne partons pas à but en blanc sur une position, binaire: «C'est sensible, c'est pas sensible». Posons-nous des questions, réunions, faisons des réunions avec le DPO, avec, le RSSI, avec les prescripteurs, les opérationnels, enfin, tous les acteurs qui ont des besoins. Pourquoi pas aussi les entreprises dans le cadre du sourcing, pour poser cette question: «Bon, bah, je pense que j'ai ce type de données. Est-ce que finalement, vous avez, une sensibilité particulière autour de ces données? Est-ce que, il y a les critères sont remplis, il y a un VADMECUM, il faut l'exploiter, l'utiliser. Bon, c'est encore un peu léger, je crois. On attend les décrets d'application, on attend aussi, un renforcement de la doctrine sur ce sujet. Mais, le vrai, comme toujours, hein, le vrai enjeu pour l'acheteur public, c'est de documenter et de pouvoir justifier s'il est mis, par exemple, en porte-à-faux devant un juge, hein, parce que, par ex c'est un concurrent évincé d'un appel d'offres, va devant un tribunal pour dire: «Mais attendez, ils ont fixé des conditions de souveraineté, mais en réalité, le sujet, il est pas du tout sensible» ou en tout cas, c'est pas si sensible qu'ils le disent. Eh bien, il faudrait pouvoir démontrer le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'enjeu, il est vraiment dans la réflexion autour de la proportion et autour, de la documentation des critères de sensibilité des données qui sont traitées. Donc c'est le Et point de donc là, départ, ça c'est veut la dire, sensibilité des données. hem, pour rentrer, tu vois, un peu dans le concret, ça veut dire que pour chaque marché d'achat numérique, aujourd'hui, il faut documenter la sensibilité des données, que la conclusion soit non sensible ou sensible. Bah, en principe, oui, parce que d'une certaine manière, la loi SREN qui va être exploitable dans toutes les administrations de l'État et d'autres acteurs qui s'y rattachent et puis bientôt donc je l'espère aux collectivités locales puisque les collectivités locales, ont vocation aussi, à traiter des données, dites sensibles, pose une obligation
pour ces acheteurs-là de le faire. Donc c'est comme D'accord. toujours. C'est à la fois vous êtes pris en étau quand vous êtes un acheteur public parce que vous pouvez avoir des obligations de non-discrimination, mais en même temps, dans cette configuration, s'agissant en tout cas des marchés du numérique impliquant des services d'hébergement dans les nuages, vous allez avoir une obligation de poser une exigence de souveraineté. D'accord, OK. Et ben, écoute, Et du coup, bonjour les auditeurs. oui, voilà. Donc en théorie, tu devrais être capable, bon, c'est évidemment, à mettre en lumière par rapport aux moyens, dont l'acheteur public dispose, la maîtrise de ces processus et cetera. C'est évidemment pas du tout évident, mais en théorie, il faudrait pouvoir cartographier les données au départ pour dire: «Bah, ouais, il y a des données sensibles ou pas de données sensibles». Et alors là, concrètement, toi, tu as travaillé sur quelques projets, je crois, hein, déjà, dans ce cadre-là? Voilà, exactement, donc l'idée, c'est de voir ensemble comment tu as procédé pour sortir avec des outils concrets que les entreprises et les acheteurs publics comprennent un peu, comment faire. Heu, Parce que les entreprises ont aussi une part à jouer dans la préparation, on va dire, des infos. Elles peuvent aider les acheteurs. On a fait ce qu'on, dans les différents projets que j'ai pu avoir, on a fait ce qu'on vient de se dire. À savoir que, ce que j'ai pu observer, c'est souvent que l'acheteur partait du principe que c'était sensible, mais qu'en fait, il avait pas du tout documenté la question. Donc le Quand tu premier dis sujet acheteur, là, on parle, de l'acheteur, juriste qui va faire le cadre contractuel autour du marché, pas le prescripteur, l'entité, d'accord. Oui, OK. d'exclure clairement des acteurs non souverains. C'était vraiment l'objectif et beaucoup d'acheteurs, ont cet objectif aujourd'hui, pour, tout à fait raison, En même tout temps, à si fait tu as ta légitime. grille d'analyse, c'est vrai que c'est compliqué de savoir si c'est sensible ou pas. Moi, je comprends, hein. Par Ah, défaut, c'est effectivement compliqué, mais quoi qu'il en soit, il y a un petit effort de documentation et de justification et qui va permettre de sécuriser la procédure et la suite des actions à mener. Donc, dire en quoi, les données faut déjà identifier les données qui vont être alors déjà, première chose, hein, il faut identifier les données qui vont être, traitées, partagées dans le cadre du marché. Et ensuite, il faut les qualifier au regard des critères. Est-ce qu'elles pourraient porter atteinte, la violation leur violation pourrait porter atteinte à l'ordre public, à la santé, à la sécurité publique, et cetera, et cetera. Une fois qu'on remplit ces critères, il y a ensuite donc on se dit: «Ah là, vraiment, on est dans une matière où c'est légitime de se poser la question de la souveraineté» c'est comment on le fait concrètement? Et là, il y a plusieurs façons de faire, d'une certaine manière. Il y aurait une façon très facile, c'est d'exiger une certification de ces comptes-là. mmh, ou équivalent européen. Ou équivalent européen. Mais si on fait ça si on fait ça, bah, on limite beaucoup. D'abord, est-ce que ça se prête au marché? Parce que, comme on l'a dit, le segment cloud, c'est pour des services d'hébergement. Mais si on fait ça, est-ce que finalement, on limite pas trop le marché? Parce que, comme on vient de le dire, finalement, il y a peu d'acteurs à ce jour, aujourd'hui, qui sont certifiés segment cloud. Par ailleurs, c'est donc certain de dire qu'il ne permet pas forcément tout très à 100 de garantir une immunité parfaite contre les lois, dites extraterritoriales. Donc il y a ce problématique-là. Donc une question simple, hein, certification, vous pouvez le mettre dans le stade de la candidature, comme n'importe quelle certification. C'est prévu par l'arrêté de 2019 sur la liste des informations et des documents qu'on peut demander aux candidats au marché public. On peut demander des certificats, et cetera, à partir du moment où c'est proportionné. Je reviens toujours, hein, sur la logique, de données. C'est à partir du moment où j'ai une justification de pouvoir le faire. Certification, c'est une étape. Là, pour l'acheteur, c'est vrai que c'est simple parce que du coup, il a pas à se prendre la tête de se dire: «Tiens, bah, je vais mettre dans mon marché des exigences particulières». Mais comme il y a plein de boîtes qui pourraient être certificades, mais qui ne le sont pas, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de délai, ça, Oui, voilà, déjà, ça peut exclure en plus il y des a boîtes la qui le font. question de là, une question économique très simple et de marché qui reste quand même un enjeu essentiel, c'est la concurrence. C'est, évidemment l'effet positif de la concurrence sur, l'appel d'offres que je vais lancer. Donc évidemment, si j'exige une certification de SecNumCloud, si je l'exige, hein,
je ferme un petit peu mon marché. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être du tout, le cloud. Voilà, ça veut dire que l'application qui tourne sur du SecNumCloud, si c'est une application, d'un pays comme les États-Unis, par exemple, qui a, des droits extraterritoriaux, de toute façon, les données pourront être récupérées Par d'autres moyens, heu, par d'autres moyens. par d'autres moyens, mais pas par le service d'hébergement, par l'entreprise si elle a accès à ces données, parce qu'elle peut ne pas y avoir accès. Bon bref, tout Voilà. dépend des flux. OK. Des flux. Mais normalement, si elle travaille sur une base de données, elle devrait en avoir copie, donc au moins. Donc il y a ça. Ensuite, il y a une autre manière, de le faire, c'est que si je veux une exigence un peu équivalente aux certifications SecNumCloud, je peux m'inspirer du référentiel de SecNumCloud qu'on a et poser dans mon marché, par exemple, des critères de lien capital. Donc j'exige pas la certification SecNumCloud, mais je reprends les critères de lien capitalistique, que je mets dans mon marché. Après ça s'apprécie plutôt, je pense, c'est compliqué parce que ça tient à l'identité de l'entreprise, donc ce serait de savoir si ça s'applique au stade de la candidature, au stade de l'offre. A priori, il y a quand même une lecture assez restrictive de ce qu'on peut faire dans le cadre de la candidature par rapport à l'arrêté de 2019, donc j'aurais tendance à plutôt à la mettre dans le stade de jugement de l'offre. Mais ça tient quand même beaucoup à l'identité, à l'organique de l'entreprise. Voilà. C'est pas vraiment sa solution. Ouais, voilà, la solution qu'elle propose pour répondre aux besoins. C'est ce qu'elle est d'une certaine manière, ou ce que son sous-traitant ou co-traitant et son partenaire. Ouais, il y a ça. Et puis une troisième point, c'est de poser quand même des clauses de sécurité informatique, unité, qui sont des objectifs à atteindre et qui sont pas forcément en fait comment dirais-je? Conformités que doivent à tout prix respecter les entreprises, mais ce sont des clauses, de chemin ou en tout cas de moyens qui permet à arriver à une sécurisation, à une immunité à l'égard, des données et donc du coup, ça va être des clauses qui vont être appréciées dans le cadre de l'analyse des offres si on pose un critère, par exemple, de sécurité des données, liées à l'exécution du marché. Ça serait tout à fait possible aussi d'avoir une a fina finalement une approche qui est ouverte parce que finalement on ouvre à tout le monde le marché et même aux Américains, mais il y a un critère de jugement des offres qui, pondéré plus ou moins, évidemment, a plus ou moins de force, qui va, permettre de finalement, sanctionner positivement, les acteurs qui sont dits, souverains, parce que, ils ont des solutions qui par nature, par essence, remplissent des critères de souveraineté, à savoir évidemment des liens elles sont françaises, elles sont sur le territoire de l'Union européenne, elles n'ont pas de lien, capitalistique étranger et cetera. Donc elles vont avoir des points supplémentaires dans cette configuration, à partir du moment où le critère est justifié évidemment par l'objectif, Je reviens un par peu en le arrière par la donnée. parce que tu as dit quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. En fait, donc on va juger de la criticité on ne juge que de la criticité de la donnée sur, l'impact qu'elle pourrait avoir sur, l'ordre public, la sécurité, la vie des personnes, la santé et cetera. On ne juge pas de l'impact que pourrait avoir le fait de couper le service. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, tu coupes le service, même sur des données qui sont jugées non sensibles, tu empêches le fonctionnement et donc ça devient critique. Alors, Donc effectivement, ça donc du s'appuie coup là plus là sur la c'est donnée, la c'est pas sur l'impact d'une coupure du service. alors c'est le sujet, il est alors, là c'est l'aspect, c'est comment je maîtrise finalement la brique technologique pour éviter la coupure de service. C'est aussi un élément de souveraineté, indéniablement. Eh oui. Simplement, aujourd'hui, tu n'as pas, à proprement parler, de légalement, de conditions juridiques exploitables sur ce point-là. Ouais. Simplement que ça doit être une préoccupation, puisque c'est écrit comme ça dans la circulaire du 5 février 2026 sur l'achat public. Ça me On préoccupe. on ne dit pas comment le faire, mais on nous dit clairement qu'on doit intégrer un enjeu de souveraineté et dans ces D'accord. enjeux de souveraineté, il y a effectivement la maîtrise
de ces technologies et donc finalement la Pas de la garantie de continuité du service, la consciemment. continuité du service. D'accord, OK. Donc ça veut dire que tu dois réfléchir à comment tu peux, dans ton marché, prévoir une continuité, du service. Alors ça peut être aussi, par la voie purement contractuelle avec des sanctions très fortes, contractuelles si c'est pas le cas. Donc en fait, on par des pénalités par exemple, par le porte-monnaie, on incite l'acteur à maintenir son service même s'il a un commandement contraire, voilà. Mais, aujourd'hui, tu ne peux pas sur cette seule base dire: «Je veux un Français ou un Européen». Ouais, ouais, je Il comprends. y a clairement, le seul ch du manière de pouvoir exiger finalement, des acteurs, européens, français, c'est, la question de la donnée, de la criticité de ces données. OK. Donc je récapitule. Technum Cloud, ça porte que sur l'hébergement. Ça cible pas, les applications qui vont être dessus. Donc c'est un critère, en tout cas c'est un pas un critère au sens, enfin c'est une notion qui est partielle en tout cas sur, Qui est partiel, qui doit être la exploité voilà. par, quand même dans un marché parce qu'effectivement souvent quand même on est dans et l'hébergement, en tout cas, pour le tout venant, on est dans l'hébergement dans le cloud, donc on peut exiger ce genre de choses d'un hébergeur, mais qui sera peut-être pas l'acteur, titulaire du marché. Il sera Mmh. simplement Un fournisseur? un Ouais. intégrateur ou Ouais. qui sera un fournisseur ou un sous-traitant ou un co-traitant en fonction du marché, ouais. Ouais, ouais, non, non, mais ouais, OK, donc une problématique, de label pour, donner un peu de lisibilité, pour, décrire une solution souveraine. Aujourd'hui, on n'en a pas. Ça couvre aujourd'hui qu'une seule partie de la stack, enfin de la solution technique au sens, un peu. Deuxièmement, il y a des acteurs qui sont souverains, mais on peut pas le savoir parce que comme c'est cher et que c'est long, ils sont pas encore certifiés. De 3. Ah, ça peut être, évoqué dans le cadre du sourcing, mais après ça se Ouais. vérifie, ça se parce qu'il y a aussi ce qu'on dit, ce qu'on ne sait pas, voilà, c'est pas tout à fait évident, même Non, mais pour une ce qu'on a entreprise. dit, c'est hébergé sur un data center en France, détenu, capitalistique, machin. Sauf que le data center, il a un logiciel, US qui tourne sur ses serveurs et ben, boum, on est dedans. C'est plus A souverain. priori, par le biais de l'entreprise qui finance, ou qui installe ce logiciel, oui, en théorie, on pourrait, ouais. Il peut y avoir une brique qui n'est pas souveraine. C'est-à-dire que les gens, invoquent une souveraineté, pensent qu'ils sont souverains, une entreprise pense qu'elle est souveraine, puis en fait, Mais en plus, il ça se peut être de trouve bonne qu'il y foi, a hein, de les totalement, totalement, elle ça peut se ne fait de pas le bonne foi de savoir. la part de l'entreprise qui répond, hein. C'est juste que, son data center lui a donné des infos. Il lui a pas donné cette info-là, comme lui, c'est pas un expert du métier et qu'il sait pas que ça fonctionne comme ça. Bah, ils pensent pas à poser la question, et à creuser, quoi. OK, C'est pour sur ça la qu'il faut qu'il partie, y ait ces vérifications, effectivement. ouais, ah ouais, c'est dur. Sur la partie données, on sait à peu près qualifier le risque qu'on veut éviter, mais on sait pas l'analyser vraiment parce qu'il y a pas encore de grille En tout d'évaluation. cas, il y aura jamais, je pense, Ouais. c'est illusoire d'imaginer qu'on n'aura pas une marge d'appréciation. Oui, Il y aura oui, mais toujours une tu vois, marge au moins d'appréciation. une grille avec tu sais, à remplir, moi je suis bête, mais là, tu vois, une grille avec des en-têtes de colonnes et je dois remplir mes colonnes. Et donc, d'une certaine manière, c'est notre propre doctrine interne qui a permis de qualifier la sensibilité ou non des données, tu vois? Et donc, fatalement, bah, même s'il y a un vade-mecum, même s'il y a des décrets d'application qui vont sortir et cetera, il y aura toujours un effort d'appréciation et une part de risque par rapport à ça. Donc, voilà, il faudra être, dans le discernement, c'est-à-dire ne pas, mettre tout sensible parce qu'on se ferme, déjà juridiquement c'est contestable, mais on se ferme plein de Et possibilités, puis ça pose une question de la proportion aussi. Si j'ai, 10 des données qui passent par mon outil qui sont sensibles, tu vois, imaginons, on parle de, tous les outils de bureautique là, Microsoft 365, la suite Google, j'ai, 10 ou même 5 5 des données qui sont sensibles, parce qu'il y a plein d'autres données qui passent. En fait, ça va être noyé dans tous les mails bien sûr. sur, «Viens, on va prendre un café, à 10h30,
voilà, hem, où ça, c'est pas sensible, OK. Mais est-ce que ces 5 de données sensibles sur l'intégralité des données justifient qu'on achète une suite bureautique souveraine? Ça, c'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Eh oui, Est-ce parce qu'en que fait, ça quand c'est justifie de sensible, est-ce que ça sortir aussi prédomine sur le ouais, ouais. reste? Est-ce que l'accessoire, finalement, vient, induire en sensible tout le principal? Ou alors est-ce que ouais, le minoritaire est le principal et voilà, minoritaire sensible est le principal. Est-ce que ça oblige, le l'administration, quelle qu'elle soit, à sortir ces données pour les traiter finalement à part? Et donc du coup, ça pose une problématique d'architecture, voilà, ou alors ne plus les héberger voilà, avoir une autre solution, avoir d'autres solutions différentes. Je sais pas si c'est très intéressant économiquement de gérer, Non, des choses comme ça, ça pose tout un tas de questions, mais oui, moi j'ai pas la réponse aujourd'hui. Ce genre de questions qui aujourd'hui sont comment celles ça, tu qui as pas la réponse? je pense pas. Je pense que, un marché qui contient 1 de données sensibles, 5 de données sensibles et pourrait être regardé par les candidats évincés comme étant, une exigence excessive, et le Ou pas, juge, pourrait tout à fait dire: «Bah, ces ou cinq pas. pour cent, vous avez qu'à les sortir et les traiter différemment». Bah, ouais, mais En tout cas, moi si je défendais une entreprise, ça j'utiliserais si ça cet implique, argument. tous les gestes qui sont faits, en fait, c'est 5, mais c'est 5 qui vont causer un désordre qui va exploser les coûts en termes de personnel, de temps passé, en fait, ou pas, en fait. Enfin, je honnêtement, je trouve que la question, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, s'il y a 5 qui passent, en fait, c'est suffisant. Parce que moi, j'ai pas envie que mes données de santé, mes résultats d'analyse de je sais pas quoi, tombent dans les mains, C'est totalement légitime, mais est-ce que juridiquement ce serait regardé comme proportionné? On a évoqué ça en début de podcast, sur la proportionnalité, c'est-à-dire le fait que j'ai le droit de poser finalement des conditions discriminatoires, mais il faut qu'elles soient justifiées et proportionnées à l'égard de l'objet de mon et à l'égard des besoins l'objet du marché, des besoins que j'exprime, un cahier des charges. Est-ce que ce serait regardé par un juge comme étant, si la situation serait portée devant un juge, hein, quoi pour l'instant c'est pas le cas. Elle serait regardée comme suffisante, proportionnée ou obligatoire? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que non, moi. à partir du J'aurais moment où tu tendance à as un dire meuf, que non. je sais pas quelle boîte, tu bosses avec Airbus sur des systèmes, ou avec, Naval Group, sur, des systèmes, ultra, sensibles, machin. Donc tu as que ce marché-là avec, Naval et puis tout le reste, c'est, des marchés, d'achat de balais brosses, enfin je sais pas, que sais-je. Ouais. Tu vois? De fonctionnement, classique. Ces données-là, c'est peut-être que 5 de l'intégralité des infos que tu vas échanger, mais elles ont un niveau de criticité qui est tellement puissant. Qu'il faut peut-être les traiter à part. Ouais, ouais, donc tu fais des war rooms là, des en Voilà, gros, des tu documents fais des à architectures de systèmes d'information, des équipes séparées. qui Voilà, on des en équipes, arrive je à des sais trucs, pas, mais oui, on arrive à des organisations qui peuvent peut-être ne pas forcément optimiser, je suis totalement d'accord. Ce point-là OK. est pas totalement très clairement, tranché. Il faudrait je sais pas, les éléments du vade-mecum peut-être, qu'on a évoqués, hein, de l'ADN me permettent de clarifier ce point. Ouais, mais je crois que c'est vraiment un sujet, qui aujourd'hui, n'est pas définitivement tranché. Je pense qu'on procède à une analyse de risque. Comme toujours, il y a une part d'inconnu. Côté acheteur, il y a aucune garantie que ce que je fais est purement forcément légal, Ouais. hein. Mmh, Il y a aussi une part de risque à prendre. Donc ouais. il y a une évaluation des risques à prendre. Donc dans ta configuration, tu disais toi-même: «Bah, moi je le mettrais, quand même sur une solution souveraine, tout le process». Bah, si on a, de quoi justifier et si on est, droit dans nos bottes sur cette posture-là, why not? Mmh. Et puis on verra. Mais pas forcément que ça ira au tribunal, hein, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est sûr. Bien Ouais, sûr, ouais, non, non, mais c'est pour ça. il faut aussi avoir une approche par les risques. On peut pas faire, totalement, sûr avant de lancer son marché, dans la légalité. C'est-à-dire qu'on pense que, ce qu'on fait est bon et on justifie que c'est bon. Voilà. OK. Donc en fait, amis acheteurs,
Vous avez, plein de bonnes nouvelles. Déjà, premièrement, c'est quand même encore super flou. De 2, c'est vachement de travail parce qu'il va falloir tout cartographier. Ouais, c'est beaucoup De de 3, boulot. sans forcément de méthode et en plus, on sait pas trop comment l'appliquer derrière. Donc non, mais c'est un sujet, c'est enfin, je pense qu'on va se C'est un revoir. sujet qui est en devenir, c'est un sujet qui est en devenir. Je rappelle, la circulaire, hein, elle date, d'il y a même pas un mois. Bien sûr, d'autres administrations se sont déjà posé la Il y a question encore et des sont discussions en cours il y a là, encore en des ce discussions moment, en cours, tout à fait, heu, ouais. et c'est quand même un sujet qui aujourd'hui, il se développe énormément et c'est très bien. C'est une préoccupation et donc c'est très bien. Un peu comme il y a finalement une préoccupation environnementale. Et aujourd'hui, il y a une autre chose qu'on demande encore à l'acheteur public, c'est de se poser la question de la protection des données. Il y a eu le RGPD, bien sûr, déjà, il a fallu intégrer le RGPD dans les marchés publics, avec des clauses, la sous-traitance des données personnelles, et cetera. Et ben, en plus, il va falloir dans cette même un petit peu mouvance, se poser la question, est-ce que finalement, Bah, de la rationalisation, parce de qu'on la parle de rationalisation simplification. de Il me semble que c'est impossible étant donné l'inflation réglementaire, enfin qui est pas forcément injustifiée, hein, mais et la complexification réglementaire et en fait, on est dans oui, une oui, c'est logique de dans rationalisation de l'achat public, quoi. C'est comment est-ce qu'on fait pour, aider la petite commune de, 5 ou 6 000 habitants? Parce que honnêtement là, il est en pauvre, fait, enfin je c'est tout le paradoxe oui, d'une commande publique qu'on veut simplifier. Alors généralement pour simplifier, on augmente les seuils, mais en réalité, c'est pas ouais, du tout la là, c'est pas du tout une solution, voilà, c'est pas bien une sûr. solution. Ça détricote et ça rajoute de l'opacité et c'est Pas pas ce certain, qu'on cherche. que forcément Les effets de ça bord puisse qui simplifier, en tout cas de façon, substantielle. Quoi qu'il en soit, on exige de plus en plus côté acheteur public et aussi par ricochet côté entreprise, hein, particuliers intégrés dans les marchés. On a vu, on a parlé des préoccupations environnementales et sociales avec les échéances de la loi climat et résilience cette Mmh. année et puis, bah, maintenant, il y a en plus une exigence de souveraineté qui va s'imposer de plus en plus. Et donc un acheteur public, c'est un mouton à 5 pattes. C'est quelqu'un qui doit être capable d'articuler tout ça, tout en, Ouais. comme tu le dis, ayant en tête, des budgets contraints, heu et des financements qui se réduisent. Bien sûr. En plus, le temps qu'il faut pour préparer ces questions, ça devient très compliqué, j'en conviens, tout à fait. Mais voilà, en tout cas, c'est une préoccupation qui il faut tenir compte des données que l'on traite et voir si elles sont sensibles et si on peut justifier de cette sensibilité, heu, mettre dans le marché des critères, des exigences de souveraineté comme celles qu'on vient d'évoquer. Super intéressant. Bah, écoute, Pierre-Ange, je te remercie pour ce Bah, retour merci Jessica, d'expérience et je pense, qu'on va se revoir, dans quelques mois quand les sujets auront un peu évolué pour que tu nous fasses des points réguliers sur, comment, les uns les autres peuvent se parler parce que là, c'est vrai qu'entreprise ou acheteur public, je pense tout le monde est un peu perdu, autour de ça. totalement. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Oui, je mettrai ton lien. Bon allez, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Jessica.